Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour une nouvelle fois venir. Il est très présent à l'Assemblée. Il a répondu extrêmement rapidement à notre demande collective, celle du président de la Commission de défense et la mienne. Avec mon homologue, donc, il nous a semblé utile, mais urgent surtout de vous entendre dans le contexte actuel des bombardements de Tsahal au Liban depuis le 23 septembre dernier, et un pays qui entretient d'étroites relations avec la France, d'un point de vue diplomatique et des États, mais aussi des parlementaires et des citoyens libanais et français. Donc l'affinité, l'affection, la complicité est très forte entre nos deux pays. Nous préoccupons également dans cette audition du sort des quelques 700 militaires français intégrés à la force intérimaire des Nations Unies au Liban. On dénombre aujourd'hui au Liban plus de 3000 victimes, environ 15 000 blessés, plus de 1 300 000 déplacés sur une population totale de 5 millions de personnes, et ce bilan depuis qu'Israël a engagé ses opérations contre la milice chiite du Hezbollah. La France, ces derniers mois, n'a pas ménagé ses efforts pour essayer avec ses partenaires de sortir le pays du cèdre de sa paralysie institutionnelle et de ses problèmes économiques liés à l'absence de réforme, mais aussi à la tragédie du port de Beyrouth le 4 août 2020. Vous-même, Monsieur le ministre, dans votre première mission, dès le 29 septembre, vous êtes allé au Liban avec du matériel humanitaire immédiatement dès que vous l'avez pu, et vous avez été le Premier ministre, je pense, étranger en tout cas au Liban, à aller faire cette mission. Depuis le 7 juin 2023, l'ancien ministre Jean-Yves Le Drian, nommé représentant personnel du président de la République, lui aussi développe des efforts pour essayer de trouver une solution, une stabilité à la situation, antérieure bien sûr à l'attaque d'Israël. Dès le 25 septembre, le ministre, vous-même, vous avez plaidé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour un cessez-le-feu afin d'engager des négociations sur les paramètres d'une sortie de crise diplomatique, reposant, et je pense que c'est ça le point solide, et vous en reparlerez certainement, sur la résolution 1701 de 2006, poursuivant le double objectif de sécurisation du nord d'Israël, mais aussi du pays au sud Liban. Enfin, je voudrais noter la conférence internationale de soutien à la population de souveraineté du Liban, qui s'est tenue à Paris, et que vous avez ouverte, monsieur le ministre des Affaires étrangères, le 24 octobre. Cet événement auquel participaient plusieurs parlementaires, notamment présents ici, ma collègue Lacrafi qui était présente également, a marqué une forte mobilisation de la communauté internationale. Elle a permis de lever 800 millions d'euros d'aide humanitaire et 200 millions d'euros destinés au soutien des forces de sécurité au Liban, et ont été récoltés donc à cette occasion, la France mobilisant pour sa part 100 millions d'euros et 100 tonnes de fret humanitaire. Alors, quelques éléments peut-être que vous connaissez sur les clés de la paix. Elles ont fait l'objet de la résolution 1701 dont je viens de parler, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est essentiel que cette résolution soit pleinement appliquée, car les populations du nord d'Israël doivent aussi pouvoir vivre chez elles sans crainte des tirs de roquettes ou des missiles. Le Liban doit aussi sortir de l'ornière institutionnelle, économique et foncière. Je laisse, avant d'entendre Monsieur le ministre, et ensuite nous aurons par groupe un orateur, sur 2 minutes si vous le voulez bien, puisque le temps dont nous disposons est d'1h30 avec Monsieur le ministre. Donc avant de commencer le tour d'horizon des groupes, je vais bien sûr laisser la parole à Monsieur le Président de la Commission de la Défense. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cher Bruno, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, permettez-moi dans un premier temps de vous remercier, Monsieur le Ministre, pour votre présence et de vous remercier aussi, Monsieur le Président, cher Bruno, pour cette tenue de cette audition conjointe, la première commission conjointe de cette législature. C'est important aussi pour nos deux commissions de travailler ensemble parce que, comme nous le voyons à travers le Liban, beaucoup de choses sont communes et c'est important ces temps d'échange communs. La France et le Liban sont liés depuis des décennies, singulièrement dans le domaine de la défense. Les armées françaises sont d'abord présentes au Liban dans le cadre de l'opération d'Aman, au titre de sa participation à la FINUL. 700 militaires français y sont actuellement déployés, auxquels je souhaite rendre ici un hommage appuyé.
Ils subissent depuis plusieurs semaines les conséquences d'affrontements ouverts entre Israël et le Liban. Nous ne les oublions pas et nous nous tenons en tout cas à leur côté. Les armées françaises ont également su répondre présentes pour l'aide au Liban lorsqu'ils ont été confrontés à l'explosion du port de Beyrouth le 4 août, comme vous en parliez tout à l'heure, Monsieur le Président. Elle a porté une assistance précieuse aux Libanais. Monsieur le ministre était à l'œuvre dans le cadre de l'opération Amitié. Pour toutes ces raisons, la stabilité du Liban constitue un enjeu majeur pour l'armée française. Monsieur le ministre, nous serions donc intéressés de connaître votre analyse de la situation sécuritaire au Liban, de ses conséquences pour nos militaires sur place et des perspectives que vous discernez. Au-delà de la situation sécuritaire du Liban, il me semble pertinent d'élargir l'analyse à l'ensemble de la région. Il est en effet à craindre la dégradation de la situation au Liban soit aussi une étincelle qui embrase toute la région. Les foyers d'instabilité ne manquent pas. Guerre à Gaza, instabilité en Cisjordanie, tensions en mer Rouge, guerre civile au Yémen, persistance de la menace terroriste en Syrie et en Irak, sans parler de la guerre larvée qui oppose désormais directement l'Iran et Israël. Et là encore, la déstabilisation du Moyen-Orient concernerait directement l'armée française. Elles y sont déployées au Levant contre Daesh, en mer Rouge, dans le cadre de l'opération Aspide, et vous savez que nos frégates ont neutralisé plus d'une fois des drones ou des missiles en direction de navires de commerce. Aux Émirats arabes unis et dans le Golfe Persique dans le cadre de l'opération Agénor, mais également en Jordanie au sein de la base aérienne projetée H5. Je ferai en cette date du 13 novembre un lien aussi, n'oublions pas que le 13 novembre est aussi une date des attentats du Bataclan et qu'on peut en faire un lien direct avec la déstabilisation de cette région et de la sécurité aussi de notre pays. Ainsi, sans plus tarder, Monsieur le ministre, si vous voulez bien, je vous cède la parole afin de pouvoir vous écouter avant les questions de nos collègues. Merci beaucoup, messieurs les présidents, cher Bruno et cher Jean-Michel. Je vous remercie d'avoir convoqué cette audition conjointe, qui est à l'image d'ailleurs du travail conjoint que nous menons avec Sébastien Lecornu sur ces sujets. Évidemment, de son côté, une attention marquée aux questions sécuritaires et du mien aux questions diplomatiques. Parce que pour la France, le Liban n'est pas un pays comme les autres. Dans tout cœur de Français, le nom seul du Liban fait remuer quelque chose de très particulier. Les Libanais ont été, à travers les siècles, le seul peuple dont jamais le cœur n'a cessé de battre au rythme du cœur de la France. Ainsi parlait le général de Gaulle en 1941 de la relation entre la France et le Liban. L'identité même de ce pays si singulière s'est construite en assimilant notre langue et notre culture avant que la France ne vienne donner en 1920 à la nation libanaise l'État auquel elle aspirait. Aujourd'hui encore, c'est au Liban que nous trouvons le plus grand nombre d'écoles françaises homologuées au monde. C'est au Liban que se trouve notre principal poste diplomatique au Proche et au Moyen-Orient. Cet enracinement fait du Liban tout à la fois notre ancre et notre relais dans la région. Ce pays qui nous est si cher, vous l'avez rappelé, messieurs les présidents, est aujourd'hui menacé d'effondrement par la guerre. Une guerre qui le frappe alors qu'il était déjà terriblement fragilisé par la succession des crises qui l'ont secoué ces dernières années. Je pense d'abord à la crise économique. L'effondrement depuis 2020 du système financier libanais, qui était devenu une véritable pyramide de Ponzi, a engendré une crise dont les annales de l'histoire économique connaissent peu d'équivalent. Le PIB a été divisé par 3 depuis 2020. Les Libanais ont perdu la quasi-totalité des économies placées dans les banques et l'hyperinflation a réduit à peu de choses les retraites et les salaires. Une vague d'émigration sans précédent depuis la guerre civile a touché le pays. Seules les remises de la diaspora et l'aide internationale ont permis une stabilisation qui ne saurait toutefois déboucher sur un redressement en l'absence de réformes indispensables que la classe politique a rejetées avec constance.
Je pense ensuite à la crise politique, avec la vacance de la présidence de la République depuis plus de 2 ans maintenant. Faute d'accord entre les forces politiques sur la désignation d'un nouveau président, processus qui suppose un large consensus, le Liban n'a plus ni chef d'État capable de le rassembler et de le représenter, ni gouvernement de plein exercice, ni parlement capable de légiférer. L'État lui-même, dont les responsables partent les uns après les autres à la retraite sans pouvoir être remplacés, est paralysé. Je pense enfin, bien sûr, à la terrible explosion qui a dévasté le 4 août 2020 Beyrouth, tuant 235 personnes, dont plusieurs ressortissants français, et dont la capitale porte encore les stigmates. C'est donc un pays au bord de la rupture que le Hezbollah a choisi, à la faveur de calculs régionaux, d'entraîner dans la guerre au lendemain des terribles massacres antisémites du 7 octobre 2023. Une guerre d'abord contenue pendant près d'1 an au sud du pays et qui, même si elle faisait des morts chaque jour, n'atteignait pas le niveau d'intensité et de destruction du conflit de Gaza. Une guerre qui s'est brutalement accélérée et amplifiée mi-septembre avec le lancement d'une opération israélienne de très grande envergure qui a éliminé l'essentiel du commandement du Hezbollah, largement détruit ses infrastructures et ses stocks d'armes, mais une guerre qui a aussi ravagé le sud, la Beka et la banlieue de Beyrouth, qui n'a épargné ni la population ni les infrastructures civiles. Vous l'avez rappelé, 3000 morts, dont 2 de nos compatriotes. Plus de 15 000 blessés, et près d'1 million de personnes, plus d'un Libanais sur 5, qui ont dû quitter leur foyer. 5 000 hectares détruits, 500 000 élèves qui n'ont plus accès à leur école. Le bilan humain et matériel de cette guerre est déjà sans commune mesure avec celui de la guerre de 2006. La solidarité dont font preuve les Libanais est remarquable, mais il est évident que des déplacements de population aussi massifs déstabilisent gravement des équilibres communautaires fragiles, au risque de tensions internes dangereuses. Dans ce contexte dramatique, la France se tient aux côtés du Liban et des Libanais. Elle se tient aux côtés du Liban et des Libanais en apportant à la population l'aide dont elle a besoin pour tenir face aux conséquences de la guerre. Quelques jours après ma prise de fonction, j'ai effectué à Beyrouth mon premier déplacement bilatéral, porteur de 2 postes sanitaires mobiles qui soignent actuellement 1000 blessés graves à l'hôtel Dieu et à l'hôpital Rafik Hariri, et de 10 tonnes de médicaments et de matériel médical. J'ai débloqué 10 millions d'euros pour financer des projets d'urgence portés par des ONG et des agences des Nations Unies. Le 24 octobre, c'est-à-dire 1 mois après le début de l'incursion terrestre israélienne au Liban, nous avons organisé à Paris une conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban, qui a rassemblé plus de 70 États et organisations internationales et qui a permis de mobiliser $1 milliard dans 800 millions d'aides humanitaires au bénéfice des Libanais affectés par la guerre. La France a pris toute sa part dans cet effort en annonçant un engagement de 100 millions d'euros complété par l'envoi de 100 tonnes de fret. Une première livraison de 30 tonnes de tentes, de couvertures et d'autres biens de première nécessité a été effectuée le 1er novembre et d'autres suivront. Cette mobilisation ne concerne d'ailleurs pas uniquement l'État. Ce sont toutes les forces vives de la nation, associations, entreprises, collectivités territoriales, élus qui s'engagent à nos côtés. J'ai lancé un appel aux dons. Il a été entendu et déjà les groupes CMA-CGM, BNP Paribas, Engie, Sanofi et Tulip se sont mobilisés, apportant leur soutien aux opérations humanitaires et des millions d'euros de contributions additionnelles à l'effort collectif, qu'ils en soient profondément remerciés. Nous sommes également mobilisés pour venir en aide à nos 21 000 ressortissants qui résident au Liban, et je salue leurs députés ici présents. Un dispositif dédié a été mis en place par notre ambassade à Beyrouth, dont je salue l'engagement exemplaire, avec le soutien du centre de crise de mon ministère. Des vols spéciaux ont été affrétés pour pallier la disponibilité limitée des vols commerciaux et permettre à ceux qui le souhaitent de regagner la France. Des moyens financiers ont été dégagés pour soutenir nos compatriotes les plus vulnérables. Et je veux avoir un mot pour les agents de notre poste à Beyrouth qui exercent leur métier dans des conditions particulièrement difficiles. La France se tient, c'est le deuxième point que je voulais partager avec vous, aux côtés du Liban et des Libanais en soutenant leurs institutions politiques et sécuritaires. La conférence du 24 octobre que j'évoquais a permis de mobiliser 200 millions de dollars pour les forces de sécurité libanaises et en premier lieu l'armée. Il s'agit aujourd'hui de donner aux forces de sécurité les moyens de préserver la paix civile dans un contexte tendu par la guerre et par les déplacements de population. Il s'agira demain de permettre à l'armée de prendre toute sa part à un règlement diplomatique dont nous savons bien qu'il passe par son déploiement renforcé au sud du Liban en coopération avec la FINUL conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
La France prend toute sa part dans ce soutien direct à l'armée libanaise en l'équipant, en la formant, en assurant la pérennité de son service de santé, et nous resterons à ses côtés. Nous avons également formé avec l'Italie et le Royaume-Uni, également présents au sein de la FINUL, un comité militaire technique pour soutenir de façon très concrète ce renforcement de l'armée libanaise. Pourquoi ? Eh bien parce que l'horizon pour le Liban, c'est un État fort, souverain, disposant du monopole de la force légitime et capable d'assurer la protection de toutes les communautés. Aucune puissance extérieure ne peut imposer durablement l'hégémonie d'une communauté. Le Liban est pluriel et le restera. Et la communauté chiite, qui est aujourd'hui la plus directement touchée par la guerre, a toute sa place au Liban. Elle doit pouvoir vivre en sécurité sous la protection de l'État. Cet État doit avoir un chef. Et que la guerre se poursuive ou que des négociations s'ouvrent, il est inconcevable de laisser aujourd'hui le Liban sans président qui puisse le rassembler et le représenter. C'est la condition de la préservation de l'unité du Liban et de son existence même en tant qu'État. C'est la mission qu'a confiée le président de la République à mon prédécesseur et ami Jean-Yves Le Drian, qui poursuit ses démarches auprès de l'ensemble des forces politiques libanaises et de nos partenaires du Quintet, groupe formé par la France, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar et l'Égypte, pour faciliter l'élection d'un nouveau président libanais. Nous allons continuer nos bons offices collectifs pour pousser les Libanais à s'accorder, il est plus que temps. Et puis troisième point, la France se tient aux côtés du Liban et des Libanais en œuvrant à une solution diplomatique permettant de mettre un terme à cette guerre et d'assurer une sécurité durable aux populations en Israël comme au Liban que la force seule ne garantira pas. Cette solution est connue, c'est la pleine mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit de faire cesser les hostilités d'une part, et d'autre de la frontière, de cette ligne bleue, de déployer massivement les forces armées libanaises au sud du pays, de renforcer les capacités de la FINUL à mettre en œuvre son mandat et de régler le contentieux sur la frontière terrestre. Le Hezbollah, qui, je le disais, porte une lourde responsabilité dans cette guerre, doit cesser ses attaques et se conformer aux résolutions des Nations Unies. Je continue mes efforts en ce sens et j'étais jeudi en Israël pour la deuxième fois en un mois, où j'ai pu approfondir les échanges de façon détaillée et concrète sur les paramètres d'un accord permettant la cessation des hostilités. Sécurité pour Israël, souveraineté pour le Liban. Je me suis entretenu dimanche avec mon homologue américain sortant, Tony Blinken, et j'ai des contacts réguliers avec les acteurs libanais et mon homologue iranien. Car nous sommes la seule puissance qui parle à toutes les parties. Nous tenons la plume au Conseil de sécurité s'agissant du Liban. Nos militaires forment l'épine dorsale de la FINUL, à laquelle je rends hommage pour son courage et son professionnalisme, alors qu'elle a fait face ces dernières semaines à des attaques inacceptables, violant le droit international. Tout ceci nous donne un rôle particulier dans ces efforts diplomatiques. Alors, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les députés, la France restera aux côtés du Liban parce que cet engagement est conforme aussi bien à ses valeurs qu'à ses intérêts. Parce que, comme l'a dit le président de la République, ce qui se joue dans ce Liban pluriel, ce Liban message où coexistent chrétiens et musulmans, Orient et Occident, ce n'est pas seulement le destin de ce pays qui nous est si cher, mais peut-être bien la possibilité d'une civilisation. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On va donc prendre un orateur par groupe, qu'il soit la Commission de la Défense ou la Commission des Affaires étrangères. Compte tenu du format, c'est 2 minutes et 2 minutes. On a bien compris, bien sûr, ça a été rappelé, qu'on se fonde sur la résolution 1700, mais c'est une résolution qui date de 2006. Donc peut-être, au cours des questions, pourriez-vous nous dire comment aujourd'hui, presque 20 ans après, on peut faire autrement, on peut aborder la question différemment, on peut faire des pressions différentes, comment la France peut agir différemment dans le concert international pour qu'enfin cette résolution trouve des chances d'être mise en œuvre. Premier orateur cet après-midi pour le Rassemblement national, Monsieur Kevin Pfeffer. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis le 10 octobre dernier, le contingent des casques bleus des Nations Unies au Liban, au sein duquel la France compte 700 soldats, a été la cible de plusieurs attaques de la part de l'armée israélienne. 5 casques bleus de nationalité malaisienne ont été blessés le 7 novembre. 5 autres l'avaient déjà été ces dernières semaines, à la suite d'attaques israéliennes délibérées, comme le précise un communiqué du Quai d'Orsay. Ces attaques doivent être fermement condamnées. Depuis maintenant plus d'1 an, Israël s'est lancé dans une campagne d'éradication des mouvements terroristes islamistes qui minent le Proche-Orient. Et nous nous réjouissons que l'offensive israélienne ait conduit à la neutralisation de hauts dirigeants terroristes du Hezbollah à la solde de l'Iran. Hezbollah qui sème depuis plus de 40 ans la peur et la pauvreté au sein du peuple libanais.
Parmi les têtes dirigeantes de ce mouvement terroriste qui ont été abattus se trouvaient d'ailleurs les commanditeurs de l'attentat contre nos 58 parachutistes français qui furent lâchement assassinés le 23 octobre 1983 lors de la guerre civile au Liban. Notre groupe tenait ici à leur rendre hommage, nous n'oublierons jamais leur sacrifice. Mais à nouveau, 40 ans plus tard, le spectre d'une deuxième guerre civile n'est malheureusement plus éloigné. Amie du Liban et protectrice des chrétiens d'Orient depuis Saint-Louis, la France ne peut pas permettre une destruction du sud Liban et de civils innocents. Des villages chrétiens non liés au Hezbollah y ont été totalement détruits. Puissance d'équilibre, la France doit être une muraille pour empêcher un conflit généralisé au Proche-Orient, dont les conséquences seraient non seulement désastreuses pour le Liban, mais aussi pour l'Europe, qui pourrait alors assister à une nouvelle vague migratoire. Dans ce contexte, la France ne peut pas se contenter de proposer l'arrêt des combats, et le Liban devrait utiliser cette situation comme un catalyseur pour rétablir pleinement l'État libanais. Cela doit passer par l'organisation de l'élection d'un président de la République libanaise dans les meilleurs délais et par l'affirmation de l'armée libanaise comme seule institution à être autorisée de disposer d'armes de guerre. Monsieur le ministre, aucune solution positive ne semble se profiler au Liban, qui est la proie de plusieurs pays de la région. Nous sommes convaincus que l'arrêt des bombardements et la paix ne pourront advenir que quand le Liban aura retrouvé une pleine souveraineté sur son territoire, votre question. Débarrassé de la mainmise des puissances étrangères et du désordre semé par le Hezbollah. Alors comment la France, puissance d'équilibre, se positionne-t-elle pour aboutir à un tel plan politique de sortie de crise dans toute la région? Merci, Monsieur le Ministre. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Et peut-être pour répondre à la fois à la question de Monsieur Peffer et celle que vous m'avez posée, si la résolution 1701 n'a pas été appliquée de manière pleine depuis 2006, c'est peut-être parce qu'elle a été prise de manière isolée du contexte. Et si nous ne voulons pas reproduire les erreurs du passé, il nous faut à la fois bien définir les paramètres sécuritaires pour que le sud du Liban ne cesse d'être le lieu où s'affrontent, où se livrent toutes les querelles de la région, avec des conséquences sécuritaires très préoccupantes pour Israël. Je rappelle que 60 000 déplacés ne sont toujours pas en situation de rentrer chez eux côté israélien et que ce sont des centaines de milliers de Libanais qui ont dû fuir le sud d'Israël. Mais que ça n'est pas indépendant de la résolution de la crise politique au Liban. Parce que la sécurisation du sud d'Israël, c'est-à-dire le déploiement des forces armées libanaises que nous soutenons pour les renforcer, aux côtés d'une finule renforcée pour être capable d'exercer pleinement son mandat, n'est possible que si les autorités politiques appuient très largement cette nouvelle dynamique et acceptent d'assumer le rôle d'un État fort et souverain qui dispose du monopole de la force et qui prend sur lui, plutôt que déléguer ou sous-traiter aux milices, la sécurisation du Liban. Et donc, le deuxième élément de notre effort diplomatique, à côté de celui qui consiste à apporter une résolution, je dirais, aux défis sécuritaires, c'est la dimension politique. Et puis il y a une troisième dimension qui est la dimension régionale. Parce que, vous le savez bien, le Liban ne pourra pas trouver de résolution définitive au conflit qui le mine si les protecteurs des groupes armés, en particulier du Hezbollah, et je pense à l'Iran bien évidemment, continuent de faire du Liban autre chose que ce qu'il doit être, c'est-à-dire un pays souverain, mais plutôt un théâtre pour ces conflits avec Israël. Et donc, vous le voyez, l'élément sécuritaire, l'élément de politique libanaise, l'élément de politique régionale, si nous faisons avancer les trois en parallèle, alors nous avons des chances de réussir là où nous avons échoué, si je puis dire, en 2006. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Amélia Lacrafi pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, messieurs les présidents, monsieur le ministre, mes chers collègues. Vous revenez d'un déplacement en Israël, et vous en avez parlé, et dans les territoires palestiniens, qui a notamment fait très grand bruit suite à l'arrestation des 2 gendarmes français à qui je veux témoigner toute ma gratitude. Un événement qui ne contribue malheureusement absolument pas à l'apaisement nécessaire dans un contexte plus qu'explosif. Sur le Proche-Orient, je profite du passage de mon suppléant, Joseph Moukarzel, ici à Paris, qui est établi à Beyrouth, pour vous interroger en priorité sur le Liban, pris dans l'engrenage de ce conflit, désormais régional, qui s'est embrasé suite aux attaques du Hamas du 7 octobre. Comment comprendre les frappes massives et meurtrières sur le Liban qui terrorisent la population, provoquent des destructions insensées, y compris en plein cœur de Beyrouth, ville décidément
toujours meurtries. Comment les comprendre puisque ces frappes d'Israël n'éliminent pas le Hezbollah, même si elles l'affaiblissent et donc sont contre-productives. Elles font également courir des risques graves à la société libanaise déjà éprouvée par tant de luttes fratricides par le passé, démoralisée par l'explosion du 4 août que vous avez cité et anéantie par la situation économique et l'incurie politique qui règne dans ce pays. Notre inquiétude est que le peuple libanais se fragmente une nouvelle fois dans le cadre de violences intercommunautaires. Comment comprendre la logique de ces frappes et surtout comment les arrêter ? Que vous ont dit vos interlocuteurs en Israël sur les objectifs et leur logique jusqu'au boutiste qui détruisent un pays ami de la France ? Quel est le poids de la France aujourd'hui dans cette région et comment faire taire les armes et obtenir un cessez-le-feu ? Je peux vous assurer, Monsieur le ministre, que les Libanais, désespérés, voient en la France leur seule planche de salut. Ne les décevons pas. De manière plus générale, sur le plan humanitaire, je souhaite aussi vous interroger sur l'aide apportée au Liban suite à la conférence organisée à Paris il y a 3 semaines et que vous avez citée aussi. Où en est-on de la mise en place des soutiens décidés et par quel organisme cette aide sera-t-elle supervisée ? La France ne pourrait-elle pas dédier une partie de son aide aux 20 000 ressortissants, en très grande majorité des franco-libanais, plus particulièrement à ceux qui sont des déplacés et qui dorment aujourd'hui pour certains dans la rue ? Monsieur le ministre, cela fait beaucoup de questions, c'est vrai, et j'espère du fond du cœur que vous saurez y apporter des réponses. Je vous remercie. Merci, Madame la députée, chère Amélia, et je salue votre action et celle qui est menée par votre suppléant à Beyrouth. L'armée israélienne a-t-elle engrangé des succès militaires et tactiques dans ces dernières semaines ? La réponse est oui, incontestablement. Les frappes qui se poursuivent au Liban sont-elles aujourd'hui justifiées ? De notre point de vue, la réponse est non. Et nous le disons parce que nous contemplons l'histoire. Et nous nous souvenons que lorsque Israël, en 1982, a chassé l'OLP du sud du Liban, bien qu'à force de destruction, de pertes civiles, de bombardements, s'est créé un terreau à partir duquel, en dépit du départ de l'OLP, est né le Hezbollah. Il y a un moment où il faut savoir faire taire les canons et cesser le feu, et ce moment est arrivé. En réalité, nous avons déjà dépassé ce moment depuis un long moment, dans l'intérêt du Liban, mais aussi dans l'intérêt d'Israël et de sa propre sécurité. C'est pourquoi nous parlons des solutions diplomatiques que j'évoquais à l'instant, mais que nous appelons à un cessez-le-feu immédiat, parce que les violences ont trop duré. Sur les suites de la conférence qui s'est tenue à Paris, comme je le disais, nous avons déjà engagé un tiers des sommes. Nous avons fait parvenir le 1er novembre 30 tonnes de tentes, de couverture et d'autres biens de première nécessité. 50 millions d'euros supplémentaires ont déjà été fléchés vers des projets des agences humanitaires des Nations Unies et d'ONG de confiance engagées sur le terrain. Le reste des crédits nécessaires pour tenir notre engagement, 17 millions d'euros, sera engagé en 2025. Merci. La parole pour la France Insoumise est à Nathalie Osiol, et puis nous entendrons Olivier Faure et Michel Herbillon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Jeudi 7 novembre dernier, des agents de la police israélienne se sont introduits en armes et sans autorisation de la France sur le site de pèlerinage de l'Éléona, l'un des 4 domaines français à Jérusalem. Quelques instants plus tard, 2 gendarmes français, pourtant sous statut diplomatique, ont été arrêtés et retenus plusieurs heures par les autorités israéliennes. Cette arrestation était une provocation intolérable et une évidente violation de la souveraineté française. Elle intervient dans le contexte que l'on connaît, celui d'une guerre génocidaire à Gaza, on parle de plus de 43 000 morts, d'une intensification de la colonisation et de la généralisation du conflit au Liban. Quand on en est à 3 000 morts et plus de 15 000 blessés, comme vous l'avez dit, au Liban, il ne s'agit pas d'une guerre faite au Hezbollah, il s'agit d'une guerre contre le Liban. Et pour vous paraphraser, Netanyahou, qui porte une très lourde responsabilité dans le conflit qui a lieu au Proche-Orient, doit être mis face à sa responsabilité et doit être soumis à des mesures pour qu'il respecte le droit international. La convocation de l'ambassadeur d'Israël en France est une première réponse, mais elle est insuffisante. Il est évident que le gouvernement de Netanyahou n'entend pas les rappels au respect du droit international et au cessez-le-feu exprimé par la France. Donc il faut des réponses plus fortes. Hier, mon collègue David Guiraud vous a posé une question lors de la séance de questions au gouvernement.
Ce sujet mérite une réponse sérieuse. Il s'agit de se faire respecter. La France doit se faire respecter, de la même façon que la France doit faire respecter le droit international, pas d'une voix timide, mais par des actes. Pourquoi, par exemple, l'ambassadeur de France en Israël n'a-t-il pas été rappelé, comme le réclame une tribune signée par plusieurs dizaines de députés, y compris issus du groupe macroniste? Quelles mesures la France compte-t-elle prendre face à un gouvernement qui ne respecte ni le droit international, ni les Nations Unies, ni la souveraineté territoriale de ses voisins, dont le Liban? Pourquoi la France n'a-t-elle pas elle-même interdit la présence sur son sol du ministre d'extrême droite, Smotrich, lors du gala qui a lieu ce soir? Soutien, embargo sur les armes, imposition d'un cessez-le-feu sont les réponses indispensables à opposer à ce gouvernement d'extrême droite. La France doit impérativement prendre des mesures. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci, Madame la députée. Vous l'avez rappelé, l'incident qui s'est produit au domaine de l'Éléona à Jérusalem est inacceptable. D'abord parce que la France refuse que quiconque entre armé sans son autorisation dans les domaines placés sous sa responsabilité sa protection à Jérusalem. Et ensuite parce que le traitement qui a été réservé aux 2 gendarmes, comme vous l'avez dit, au mépris de leur statut diplomatique, est proprement scandaleux et indigne de la relation que nous entretenons avec Israël. C'est pourquoi, après avoir veillé à leur libération, j'ai pris la décision d'activer ce premier degré dans l'échelle des sanctions diplomatiques, qui est la convocation de l'ambassadeur d'Israël en France, qui a été reçu hier matin au Quai d'Orsay, et avec lequel, qui s'est vu signifier que la France considérait ces agissements comme inadmissibles et qui attendait que ces incidents ne se reproduisent plus. Ce qui a été convenu, et j'échangerai demain matin avec mon homologue israélien, c'est que nous puissions convenir, par exemple, par un échange de lettres sur les procédures dans le cadre de ces visites officielles pour que ces incidents ne se reproduisent plus. S'agissant des violations par Israël du droit international et du droit international humanitaire, nous les condamnons systématiquement. Lorsque nous le pouvons, nous les sanctionnons. Nous l'avons fait dans le cadre, ou en tout cas s'agissant de la colonisation, en sanctionnant à titre national 28 individus coupables de faits de colonisation agressive. Et nous avons créé un régime de sanctions au niveau européen que nous avons activé à 2 reprises, qui a permis de sanctionner des entités et des individus coupables et complices de faits de colonisation, et que nous envisageons d'activer une 3e fois. Quand je vous entends parfois prendre la parole dans l'hémicycle ou dans cette salle de commission, on a le sentiment que la France ne prend pas ses responsabilités et s'éloigne de son rôle de vigie du respect en toutes circonstances, et pas seulement par Israël, du droit international et de la justice. Je vous invite la prochaine fois à ce que je me déplacerai dans la région à m'y accompagner. Et vous verrez les réactions que certaines paroles de la France ont pu susciter à Israël d'irritation. Mais nous n'en avons que faire, puisque nous serons toujours du côté du droit international et de la justice. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Olivier Faure pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Et donc, je prends note du fait que dans le prochain déplacement que vous organiserez, vous emmènerez la Commission, et ce serait effectivement très intéressant de pouvoir assister à ces rendez-vous, en tout cas pour ceux qui sont accessibles. Bon, moi, j'ai 2 questions en réalité à vous poser. Quand on regarde l'histoire du Proche-Orient, c'est l'histoire d'un jour sans fin. Et si on reprend l'histoire récente, 82, Arafat quitte Beyrouth. 2006, Israël propose de détruire les infrastructures de l'OLP. Et finalement, en 2024, c'est le Hezbollah qui a largement remplacé l'OLP. Et même, c'est le Hezbollah qui n'est pas simplement une organisation terroriste, qui est aussi une organisation gouvernementale et qui participe au gouvernement du Liban. Donc, quel est, selon vous, l'objectif de guerre poursuivi par Israël? Quel est, en fait, l'objectif qu'il se fixe? Parce que éradiquer le Hezbollah, comment on fait quand le Hezbollah est lui-même l'un des gouvernants de cet État? Première question. Deuxième question, c'est quelles sont les lignes rouges que la France fixe à Israël en cette matière? Vous avez fort bien réagi sur je prends vos mots, vous avez dit que l'incident diplomatique à Éléona était scandaleux et indigne, ce sont vos mots à l'instant, mais ce qui est scandaleux et indigne, c'est aussi
ce qui se passe aujourd'hui à la fois au Liban et à Gaza. Et donc, quelles sont les lignes rouges de la France? Comment considérez-vous ce qui se passe aujourd'hui? Et puisque vous êtes parmi nous, votre homologue, il y a 2 jours, homologue israélien, Gideon Sa'ar, a expliqué que la création d'un État palestinien n'était pas une position réaliste. Il a même opposé l'idée que ce serait un État Hamas. Mais donc, si moi j'avais compris que la guerre avec Gaza permettait d'éradiquer le Hamas, qu'elle permettait au Liban d'éradiquer le Hezbollah, si maintenant, même après les milliers de morts, on nous explique que créer un État palestinien, ce serait aussi créer un État Hamas, on a du mal à comprendre à quoi sert la guerre. Et donc la question qui est posée, et c'est celle que finalement Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol socialiste, a posée aux Européens, c'est de savoir si nous sommes toutes et tous prêts, dans un geste diplomatique puissant, à reconnaître que la France reconnaisse un État palestinien et permette de fixer un cap et de donner une ligne de conduite aux Européens en la matière. Merci. À vous, Monsieur le ministre. Merci beaucoup pour ces 2 questions qui, en réalité, n'en forment qu'une, c'est-à-dire qu'est-ce que doit être l'objectif, le but de la guerre? Eh bien, le seul objectif pertinent du point de vue de la France et de bien d'autres pays, c'est de créer les conditions d'une paix durable. Cette paix durable au Liban, elle passe par le retour d'un État fort, souverain, disposant du monopole de la force, c'est-à-dire le désarmement des milices et la capacité de l'État, avec un président de la République nommant le commandant en chef des armées, de l'armée libanaise, nommant un Premier ministre qui forme un gouvernement, de prendre en main son propre destin. C'est la meilleure garantie de sécurité pour Israël, parce que si le Liban venait à s'effondrer, si les risques de guerre civile évoqués ça et là venaient à se manifester, que se passerait-il? Eh bien, au nord d'Israël, vous trouveriez un État failli qui ressemblerait bientôt à la Syrie, c'est-à-dire un foyer où prospèrent les trafics, où prospère le terrorisme, d'où émigrent des centaines de millions de personnes fuyant l'insécurité et la violence. Et ce serait évidemment un foyer durable d'instabilité à la frontière nord. Et donc, dans l'intérêt d'Israël, le cessez-le-feu doit intervenir et la mise en œuvre effective de la résolution 1701 doit être accomplie. Et accomplie, cela suppose de la part de la France et des autres pays participants à la FINUL, mais évidemment de la France qui entretient avec le Liban des relations particulières. Ça veut dire justement de tirer les leçons de 2006 et de faire en sorte que sur le plan sécuritaire, politique et régional, les conditions soient réunies. Et puis, à Gaza et en Cisjordanie. Si l'objectif est la paix, eh bien, il n'y aura aucune paix juste et durable tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Et nous l'avons dit, notre objectif, c'est bien qu'à l'issue de cette année tragique pour la région, eh bien, on aboutisse à une solution à 2 États avec des reconnaissances mutuelles, des garanties de sécurité et 2 peuples vivant côte à côte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 étapes selon nous. La première, c'est le cessez-le-feu immédiat parce que la tragédie humanitaire est insupportable. La deuxième étape, c'est la solution politique qui va associer effectivement des États de la région, des États comme la France, qui peut à ce moment-là apporter sa reconnaissance à l'État de Palestine ainsi créé. Je souligne qu'il y aura une 3e étape, même si nous en sommes loin, qui est celle de la réconciliation. Et j'ose à peine prononcer ce mot, tant la guerre a tendance aujourd'hui à durcir les esprits dans la région. Merci, Monsieur le Ministre. La parole pour la droite républicaine et pour Michel Herbillon, un format de 2 minutes. Merci beaucoup. Un peu nouveau, mais auquel vous allez Merci, messieurs les présidents. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de nous avoir présenté le bilan de la conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban. Et au nom du groupe de la droite républicaine, je veux exprimer notre soutien au peuple libanais qui subit une guerre dévastatrice et pour laquelle le Hezbollah porte une très lourde responsabilité. Je veux aussi apporter notre soutien à la FINUL et notamment aux soldats français qui composent la FINUL. L'heure est à la résolution diplomatique du conflit, vous l'avez dit, et vous avez pris en ce sens une initiative avec votre homologue américain, le secrétaire d'État sortant Anthony Blinken, pour appeler à une solution permettant d'assurer la sécurité d'Israël et aussi de garantir la souveraineté du Liban.
Vous vous êtes entretenu la semaine dernière avec votre homologue américain qui intensifie ces derniers jours ses efforts diplomatiques. Pouvez-vous nous dire quelle chance vous entrevoyez au succès de ces missions diplomatiques et les conditions qu'il faut réunir? D'autre part, Monsieur le ministre, je profite de votre présence pour vous poser une question sur un tout autre sujet. Le directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, dans un entretien au Point la semaine dernière, a jugé excessive, je cite, la baisse de l'aide publique au développement fournie par notre pays. Cette prise de parole, la veille de l'examen du budget de l'aide publique au développement par notre Commission des affaires étrangères, est inacceptable venant de la part d'un dirigeant d'une institution financière publique qui méconnaît son devoir de réserve en cherchant à s'immiscer de la sorte dans le débat parlementaire, en exerçant ainsi une pression intolérable vis-à-vis de la représentation nationale et vis-à-vis du gouvernement. Je souhaite savoir, Monsieur le ministre, quelle a été tout simplement votre réaction vis-à-vis de cette prise de position du directeur général de l'Agence française du développement et quelles sont les conséquences que vous en avez tirées. Merci beaucoup, Michel Herbillon. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, 2 questions. La deuxième n'est pas tout à fait dans le format, donc je vous laisse libre de répondre ou non. On est vraiment là sur un format. Je vais peut-être l'évacuer rapidement. J'ai relevé les observations nombreuses qui ont été formulées par les parlementaires de la Commission, car vos auditions sont diffusées et nous les suivons jusqu'au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous avons fait part avec Antoine Armand de nos propres observations au directeur général de l'AFD. Et je voudrais vous annoncer que la commission ou le décret créant la commission d'évaluation de l'aide publique au développement, issu du texte examiné en début d'année, est désormais en passe d'être signé. Janvier 24. Bon, sur la première question, sur qui est effectivement une question très importante. Que peut faire une administration sortante? Et bon, il y a une question plus large qui est sous-jacente, c'est-à-dire que fera... Bon, mais on ne va pas jouer aux devinettes. Que peut faire une administration sortante? Eh bien, je dois vous dire qu'une administration sortante, à condition bien sûr de ne pas entrer de manière frontale dans les sujets avec l'administration entrante, a des marges de manœuvre après les élections qu'elle n'avait pas forcément auparavant. Autrement dit, elle peut prendre un peu plus de latitude, un peu plus de risque qu'auparavant. Et j'ai senti chez mes interlocuteurs américains de l'administration sortante la volonté de mettre à profit les 10 semaines qui les séparent de la prise de fonction de la nouvelle administration pour cheminer le plus rapidement possible vers le cessez-le-feu, que ce soit au Liban ou encore à Gaza. Nous verrons si ces discussions, ou en tout cas si ces intentions sont suivies des faits. Merci. La parole est à Dominique Voynet pour le groupe écologiste et social. Merci, messieurs les présidents, monsieur le ministre, mesdames et messieurs. 2018, 2020, 2021 et encore le 24 octobre dernier, la France a souvent pris l'initiative de conférences sur la stabilité du Liban. Cependant, ces initiatives attirent de moins en moins de participants de haut rang, comme on l'a vu il y a quelques jours. La formule est peut-être à bout de souffle et on produit plus de beaux discours que d'engagements sonnants et trébuchants à la hauteur des enjeux. D'autant qu'il s'agit pour l'essentiel d'appliquer des pansements sur des plaies ouvertes, sans perspective de sortie, avec toujours les mêmes objectifs: répondre aux urgences humanitaires, garantir la paix civile, restructurer et renforcer l'État, former et équiper l'armée libanaise, avec bien peu de résultats. En vérité, vous l'avez bien dit, la crise actuelle démontre une fois de plus l'incapacité totale de l'État libanais en voie de décomposition avancée à répondre aux besoins de sa population. Je ne vous envie pas, monsieur le ministre. Vous nous dites que la France pèse toujours d'un poids conséquent, qu'elle tient la plume à l'ONU sur la question. Mais en même temps, on a l'impression qu'il nous est autorisé de parler, mais que de nombreux signaux indiquent une perte d'influence de notre pays dans cette région. Je pense évidemment aux attaques contre les soldats de la FINUL, qui montrent que le mandat des casques bleus est négligé, mais je pense aussi bien sûr à ce qui s'est passé à Eleona il y a quelques jours. Je n'ai rien à ajouter à ce qu'ont dit d'autres collègues avant moi. La seule question qui vaille au fond, c'est quelle piste
pour mettre un terme à cette nouvelle guerre. Certains appellent à l'application de la résolution 1701, mais est-ce qu'Israël est prêt à quitter le sud Liban dans un avenir proche? Est-ce que l'État libanais est en situation, avec l'armée libanaise, de prendre la place du Hezbollah tout-puissant entre la ligne bleue et le fleuve Litanie? C'est une question importante. Même question pour la bande de Gaza, où la situation est tout bonnement indescriptible. Qui héritera de la gestion des ruines de Gaza? Que pensent vraiment vos homologues d'un éventuel retour d'autorité palestinienne dans l'enclave? On connaît en fait la réponse. Est-il question de confier la gestion de la bande de Gaza aux grandes familles gazaouis exilées en Égypte? Bref, quelles sont les pistes de sortie que... Merci beaucoup, Madame la députée. Sur ce deuxième point, au Liban, Israël n'a pas d'intention d'occupation exprimée comme telle. Mais la responsabilité qui est la nôtre, pour plein de raisons, mais la responsabilité qui est la nôtre, nous qui sommes les amis et les partenaires du Liban, eh bien, c'est de créer les conditions pour que l'État libanais reprenne possession avec la FINUL du sud du Liban, pour que la sécurité d'Israël soit assurée, de même que la souveraineté du Liban. À Gaza, il n'y a aujourd'hui aucune justification possible pour reporter encore un cessez-le-feu. Aucune. Et bon, voilà. Ça, c'est Ensuite, sur ce que vous avez dit auparavant, je voudrais simplement faire deux précisions. Vous dites, oui, vous faites des conférences, etc. Non. On a tenu un mois après le 7 octobre l'année dernière, c'est la France qui a accueilli une conférence humanitaire pour Gaza, 1 milliard d'euros levés. En avril dernier, c'est la France qui a accueilli la conférence internationale pour le Soudan, principale crise humanitaire dans le monde aujourd'hui, 2 milliards d'euros levés. Et un mois après le début des hostilités israéliennes au Liban, c'est une nouvelle conférence internationale et c'est la France qui l'accueille, 1 milliard de dollars levés. Alors oui, le meilleur remède, c'est la paix. L'aide humanitaire ne viendra jamais résoudre le problème à la racine. Mais si nous désintéressons du sort, de la tragédie que vivent les civils, les femmes, les enfants de ces régions-là, alors nous ne sommes pas à la hauteur de notre histoire et de ce que c'est que la France. Et de la même manière, j'entends parfois les gens nous dire « Oui, mais vous y allez, vous parlez et il ne se passe rien. » Mais ça compte de parler, ça compte de dénoncer systématiquement, et je sais que vous êtes beaucoup à le faire, les violations au droit international humanitaire. Le simple fait de rappeler que la perspective dans un conflit comme celui-là, c'est un État palestinien, c'est deux États vivant côte à côte. Le simple fait de le dire et de le rappeler, ça a de la valeur. Donc, assumons... Non mais, chacun le fait... Et j'ai tout à fait conscience de l'importance, je l'ai déjà dit lors de ma première audition, de l'importance de la diplomatie parlementaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne sous-estimons pas l'importance que peut avoir les mots et la parole qui est celle de la France, même si parfois, effectivement, les situations sont compliquées et qu'elles appellent la mobilisation de plusieurs acteurs pour être résolues. Merci, Monsieur le Ministre. Réponse à Madame Dominique Voynet. À présent, pour le groupe Les Démocrates, Maude Petit, Loïc Kervran se prépare. Merci, messieurs les présidents. Monsieur le ministre, le Liban est un territoire exsangue, marqué par des crises successives qui sapent la stabilité de ce pays si précieux pour la région. Depuis le mois de septembre, le Liban se trouve pris au piège du conflit entre Israël et le Hezbollah, subissant les conséquences de cette escalade qui menace sa stabilité et affecte durablement sa population. Le 24 octobre, lors de la conférence internationale pour le Liban, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, il est essentiel que le pays dispose d'une armée nationale forte et unifiée, capable de garantir la sécurité sur l'ensemble de son territoire. L'époque où le Hezbollah jouait ce rôle doit prendre fin pour restaurer une paix durable le long de la ligne bleue et permettre à la FINUL de remplir sa mission sans entrave. Le traumatisme laissé par l'explosion du port de Beyrouth, survenue le 4 août 2020, reste vif dans nos mémoires. Cette catastrophe a causé des pertes humaines tragiques, infligé des dommages économiques et institutionnels colossaux. Elle a mis en lumière les dysfonctionnements de l'État libanais
et les failles d'un système qui, depuis lors, peine à se relever. Depuis 2022, cette crise s'est aggravée avec une impasse institutionnelle alarmante, marquée par une vacance présidentielle qui paralyse le gouvernement. Le Liban est sans chef d'État et cette absence compromet encore davantage la résilience du pays. Monsieur le ministre, la situation du Liban interpelle notre conscience et notre responsabilité. Le Liban est plus qu'un partenaire, c'est un pays frère, porteur d'une riche diversité culturelle et religieuse qui incarne une véritable chance pour la région. C'est un pays qui, par sa composition même, symbolise l'unité dans la diversité, une valeur fondamentale que la France partage et s'efforce de promouvoir. Donc je voudrais vous demander, Monsieur le ministre, de bien vouloir nous éclairer sur les actions que la France envisage de mettre en place pour aider le Liban à surmonter cette crise au niveau de la défense, vous l'avez rappelé, au niveau humanitaire aussi, mais sur les points économiques, culturels et sanitaires. Je voudrais bien vous entendre. Je vous remercie. Merci, Madame la députée, pour cette question qui est effectivement très importante parce que le coût de la guerre, les ravages de la guerre ne se limitent pas aux champs de bataille, ni même aux hôpitaux et aux conséquences humanitaires. Elle touche aussi le patrimoine culturel, le patrimoine historique. Et nous avons tremblé lorsque nous avons vu les bombes tomber à côté du temple de Baalbek, qui est l'un des principaux complexes archéologiques du bassin méditerranéen. Et nous avons salué l'appel de l'UNESCO à épargner ces sites qui font partie de notre patrimoine commun. Et vous avez raison de rappeler aussi, peut-être n'ai-je pas suffisamment insisté sur ce point, que ce qui fait justement la singularité et la particularité du Liban, c'est la coexistence des communautés maronites, chiites, sunnites, druzes, au travers d'une architecture institutionnelle tout à fait originale et inédite, et qui est aujourd'hui mise sous une pression considérable. Pourquoi ? Mais parce que vous avez des centaines de milliers de chiites notamment qui fuient la plaine de la Bekaa, qui fuient le sud du Liban et qui se retrouvent accueillis dans des villages chrétiens, des villages sunnites, qui se retrouvent à occuper des écoles. Si bien que les enfants chrétiens, les enfants sunnites sont privés d'école pour cela, qui se retrouvent aussi à emboliser parfois les hôpitaux utilisés habituellement par d'autres communautés. Et donc, si nous voulons préserver ce qu'il reste de ce modèle qui a déjà été très largement éprouvé par des décennies de violence et de conflits opposant des communautés qui sont dressées les unes contre les autres par des acteurs extérieurs au Liban, eh bien, nous devons, sur le plan régional, sur le plan politique intérieur au Liban et sur le plan sécuritaire avec les forces armées libanaises et la FINUL, construire les conditions d'une paix juste et durable et d'un Liban fort et maître de son destin. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Louis Cavran pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe Horizon, je veux commencer par redire la place toute particulière qu'occupe le Liban dans le cœur de la France, des Français et de notre groupe. D'abord, parce que j'appelle le sang mêlé, notre histoire commune qui est très présente dans les monastères de Wadi Hadisha, la Vallée Sainte, la plaque du passage des troupes napoléoniennes à Nahr el-Kaleb et à tant d'autres endroits. Dans le présent, avec ce réseau d'écoles et cette langue que l'on a en commun. Et j'ai aussi souvenir de ses premiers pas avec le président de la République le 6 août 2020 sur le site de l'explosion du port et à Gémaïsé dans l'accueil qu'on a reçu par cette jeunesse libanaise désespérée. Mais c'est aussi le sang versé, je n'oublie pas nos 58 parachutistes du Drakkar, et j'ai une pensée et des remerciements aussi pour tous ceux qui aujourd'hui servent la FINUL. Au nom du groupe, je veux dire notre préoccupation d'abord devant l'ampleur du bilan et des destructions, aussi devant la montée des tensions, et vous l'avez très bien dit, Monsieur le Ministre, du fait des déplacements et de l'obligation que certaines communautés ont à vivre ensemble alors qu'elles ne le faisaient pas nécessairement jusque-là, y compris dans des régions qui étaient très homogènes jusqu'à cette guerre.
Donc c'est une vraie source de préoccupation pour nous. Nous pensons qu'il y a une véritable urgence à restaurer la souveraineté du Liban. Ça doit passer par deux choses et sont mes deux questions. D'abord, que vous disent vos interlocuteurs israéliens sur les conditions du cessez-le-feu et de l'arrêt des hostilités? Quel est leur but de guerre? Je reprends un peu la question de mon collègue Faure. La deuxième chose, c'est que peut-on faire concrètement pour renforcer l'armée libanaise au-delà des chiffres qui sont donnés? Si vous pouviez nous apporter quelques précisions là-dessus, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, merci beaucoup et merci, comme d'autres l'ont fait avant vous, de saluer le sacrifice des 58 parachutistes du Drakkar et de saluer le courage des 700 soldats français du contingent, de notre contingent dans la FINUL. Vous pouvez imaginer dans quelles circonstances ils exercent aujourd'hui leur métier, des circonstances extrêmement difficiles. Sur le Liban, quels sont les buts de guerre? Je le disais tout à l'heure, les buts de guerre sont pas tout à fait précis. À l'horizon, il y a bien un État libanais avec lequel vivre en paix, un voisin qui ne serait pas une menace pour Israël. Mais à court terme, on a vu, et c'est les logiques de la guerre, les positions se durcir. Des positions qu'il y a encore un mois, quelques semaines après le début de l'incursion terrestre, étaient fixées sur les conditions, les paramètres sécuritaires. Votre deuxième question, permettant à Israël de cesser les hostilités, le territoire entre la ligne bleue et le Litanie étant sécurisé. Aujourd'hui, on entend en Israël des voix qui s'élèvent pour dire qu'après tout, le plus important, c'est qu'Israël, à tout moment, puisse conserver une capacité à frapper au Liban, voire entrer au Liban, comme c'est le cas avec le voisin du Liban, qui est la Syrie. C'est évidemment une perspective qui n'est pas compatible avec la souveraineté que j'évoquais, avec un État fort disposant du monopole de la force légitime. Et donc, tous nos efforts diplomatiques sont précisément, et j'en viens à votre deuxième point, de réussir le plus rapidement possible à faire monter en puissance les forces armées libanaises. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la conférence qui a permis de lever 200 millions d'euros, des efforts de formation, d'équipement de l'armée libanaise. Il y a de la part des autorités libanaises et du gouvernement la nécessité aussi de prendre un certain nombre de décisions sans attendre un cessez-le-feu permettant des déploiements, permettant même peut-être des redéploiements de certaines forces déployées ailleurs que sur la ligne de front. Et puis en complément, une évolution, et on en parle beaucoup avec Sébastien Lecornu, de la posture de la FINUL, à mandat constant, sans avoir nécessairement à modifier le mandat, sur les équipements que la FINUL pourrait mobiliser pour surveiller l'application du cessez-le-feu le moment venu, sur la fréquence des patrouilles, sur sa capacité aussi à intervenir, puisque quand on lit le mandat de la FINUL tel qu'il est rédigé dans la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, on s'aperçoit quand même que, en principe, et à condition que les autorités politiques sur place l'autorisent, la FINUL dispose d'une marge pour assurer en quelque sorte la sécurité du territoire qui lui a été confié. Et donc c'est cette discussion que nous avons avec avec les pays qui ont des contingents au sein de la FINUL, pour que d'un côté les forces armées libanaises renforcées, de l'autre une FINUL renforcée dans sa posture, puisse garantir la sécurité au sud d'Israël et donc justifier pleinement le retrait des forces israéliennes. Merci, Monsieur le Ministre. À présent, donnons la parole pour Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires à Laurent Mazori. Monsieur le ministre, merci pour la qualité et la précision de vos propos. Les frappes israéliennes ciblées sur le Hezbollah pro-iranien continuent donc au Liban. Un Liban déjà largement affaibli par la crise économique qu'il subit depuis plusieurs années et la tragédie du port de Beyrouth. En juin 2024, la Direction générale du Trésor français indiquait notamment « Les perspectives d'une stabilisation macroéconomique à court et moyen terme sont très incertaines et dépendent notamment de l'évolution du conflit au sud Liban ». Pourtant, cette situation s'est encore dégradée. Il y a un mois au moins, 21 personnes ont été tuées par une frappe israélienne sur un village situé cette fois-ci au nord du Liban. La première dans cette région, et nous connaissons la suite.
Les frappes continuent donc, et au-delà des hommes et des femmes qui en sont victimes quotidiennement, elles menacent aussi, vous en avez parlé, le patrimoine historique du Liban. Des archéologues, mais aussi des députés libanais ont alerté l'UNESCO sur la situation. Nous assistons maintenant à une guerre contre notre histoire, notre patrimoine, notre culture. C'est un crime d'effacer la mémoire d'un pays et d'un peuple, considère Bachir Kord, le gouverneur de Baalbek. Dans ce contexte, à la demande du Liban, le comité spécial de l'UNESCO chargé de la protection des biens culturels en cas de conflit armé se réunira à Paris le 18 novembre prochain. Pourriez-vous nous donner plus d'éléments sur ce sujet et nous indiquer comment notre pays peut aider le Liban sur cette question particulière qui ne saurait rester un angle mort du conflit en cours ? Quand on veut détruire un pays, on détruit sa mémoire, son histoire, comme d'ailleurs Daesh l'a fait en Syrie par exemple. De plus, de façon plus globale, quelles initiatives concrètes notre pays compte-t-il mettre en œuvre pour promouvoir un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes intra-libanaises ? La France envisage-t-elle de renforcer encore plus son engagement diplomatique pour favoriser une désescalade des tensions et encourager un retour à la stabilité politique locale, qui est essentielle pour la réconciliation, vous avez osé le mot tout à l'heure, intra-libanaise et le redéveloppement du Liban? Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Question. Je commencerai par l'UNESCO. Je regarderai attentivement ce qui ressortira de cette réunion du 18 novembre. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu le candidat que la France soutient pour la direction générale de l'UNESCO à venir. Et le point que j'ai soulevé devant lui, c'est précisément celui que vous venez de soulever, c'est-à-dire la protection du patrimoine historique et culturel dans les zones de conflit, en citant l'exemple de Baalbek et en lui demandant, avant même qu'il prenne ses fonctions, de réfléchir avec ALIP, avec d'autres acteurs de la protection du patrimoine, sur la manière dont on peut rendre ou en tout cas mieux protéger ce patrimoine, peut-être en réfléchissant à la manière dont des sanctions pourraient être établies qui dissuaderaient en quelque sorte les acteurs des guerres, qu'elles soient au Moyen-Orient ou ailleurs, de s'en prendre à ce patrimoine. Et puis sur l'autre point, ça me permet de revenir sur la mission qui est celle de Jean-Yves Le Drian et à laquelle j'ai d'une certaine manière pris ma part également lorsque je m'y suis rendu et puis lorsque je reçois à Paris des acteurs de la vie politique libanaise. Ce que nous faisons, c'est éviter d'aggraver, ou en tout cas que ne s'aggravent les forces centrifuges de la guerre. La guerre conduit les positions à se durcir. Celui qui est en situation de faiblesse considère qu'il ne doit pas discuter parce qu'il considère que demain, il sera en meilleure position pour le faire. Celui qui est en position de force considère quant à lui que demain, sa position sera plus forte encore et qu'il fait mieux de repousser à demain les discussions de paix qu'il pourrait engager ou les discussions politiques qu'il pourrait engager aujourd'hui. Notre obsession avec Jean-Yves Le Drian, c'est d'amener les responsables politiques libanais à aller au plus vite à la discussion pour avancer sur l'élection du président de la République, la nomination d'un gouvernement, la nomination d'un commandant en chef des forces armées libanaises. Mais cela suppose qu'ils aillent chercher en eux cette part de courage qui est nécessaire quand on doit surmonter ces forces centrifuges provoquées par la guerre pour agir dans l'intérêt supérieur du pays. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Jean-Paul Lecoq pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai écouté attentivement vos réponses, Monsieur le Ministre, et les réponses de tous mes collègues. Et votre toute dernière réponse, ceux qui sont en position de force et ceux qui sont en position de faiblesse, pour moi, dans cette zone, il n'y a qu'un État qui est en position de force. C'est Israël. Tous les autres sont en position de faiblesse. Il y en a qui ne sont pas armés, qui subissent les bombardements, et d'autres qui ne sont pas gouvernés et où personne ne peut prendre les décisions. Donc il y en a un superpuissant et tous les autres sont sous domination de ce superpuissant. Moi, j'ai eu l'occasion de dire dans cette commission, déjà, à plusieurs reprises, après l'opération Plomb Durci, après le 7 octobre évidemment, qu'à un moment donné, Israël franchit les lignes rouges. Dans sa façon de se défendre face au terrorisme, elle applique une politique terroriste d'État, que j'avais qualifiée à l'époque du gouvernement Ehud Olmert. Et je le pense toujours. Vous n'avez pas dit mot des beepers, puisqu'on parle du Liban, du Hezbollah.
Est-ce que c'est une nouvelle façon de faire la guerre? Est-ce qu'à un moment donné, je dois faire attention à mon téléphone parce que peut-être qu'il est piégé par Israël, parce que peut-être que cet État n'accepte pas la façon dont je parle de lui dans cette commission? Ça pose question. À aucun moment la France ne s'est prononcée là-dessus. À aucun moment la France n'a dit c'est peut-être un crime contre l'humanité d'utiliser ce genre de choses contre des situations parce qu'on ne sait pas qui l'a entre les mains. Un enfant, une femme, un travailleur à côté. Et je pense que c'est tout à fait condamnable. Moi, je pense que le terrorisme appelle le terrorisme, que ce soit un terrorisme d'État ou un terrorisme que l'on a l'habitude de combattre, nous, en tant que démocratie. Et je pense qu'aujourd'hui, pour les aider à se sortir de cette situation, si on est ami du Liban et si on est ami d'Israël, il faut donner de la voix, il faut donner de la force, il faut donner des actes, et nous sommes en situation de pouvoir le faire. Qu'est-ce qui bloque ? Merci, monsieur le député, pour vos remarques. Sur la logique des négociations que j'évoquais, je parlais y compris, c'est ça qui est si triste, si je puis dire, des dynamiques au sein du Liban. Parce que avec le délitement de l'État, avec effectivement la prise d'importance sur le plan sécuritaire, notamment du Hezbollah qu'évoquait Olivier Faure tout à l'heure, eh bien, ce qui s'est produit, c'est que le climat entre les communautés et entre les leaders politiques de ces communautés s'est durci, s'est tendu. Et ce que j'observe, c'est que la guerre se poursuivant, certains des différends qui les opposent et qu'ils devraient aujourd'hui surmonter pour défendre leur pays et sa souveraineté, eh bien, ont tendance à s'aggraver au lieu de se voir surmonter. Et donc, le message que nous leur adressons, nous, c'est que le plus important pour eux et pour le Liban, c'est qu'ils surmontent ces différends et qu'ils se serrent les coudes pour créer les conditions d'une souveraineté, pour que le Liban et son unité soient incarnés par un président, pour qu'un président du Liban puisse s'asseoir à la table avec Israël et défendre ses intérêts. Et puis ensuite, vous me parlez des attaques. Bon, la France appelle au cessez-le-feu depuis le premier jour. Vous me parlez des beepers, mais d'autres ont parlé des bombardements massifs qui ont touché, bien sûr, le sud du Liban, y compris des villages chrétiens, qui ont touché la banlieue de Beyrouth, qui ont touché parfois des villages au nord, soupçonnés par solidarité d'avoir accueilli des déplacés du sud du Liban. C'est évidemment une épreuve inouïe que traverse le Liban aujourd'hui. Et c'est pourquoi la France dénonce, condamne, chaque fois qu'elle le constate, ces violences, à la fois par attachement pour le Liban, mais aussi, comme vous l'avez dit, dans l'intérêt même de la sécurité durable d'Israël et des Israéliens. Merci, Monsieur le Ministre. Il nous reste 2 orateurs pour les groupes et après, si on a un petit peu de temps, peut-être quelques questions individuelles, mais un format qui est court. Pour l'Union des droites pour la République, Monsieur Mathieu Bloch. Messieurs les présidents, Monsieur le Ministre, chers collègues, fidèle à son rôle de puissance d'équilibre, la France doit contribuer aux efforts de stabilisation du Proche-Orient. La guerre imposée par l'organisation islamiste du Hezbollah sur le sol libanais est une tragédie. Et notre relation privilégiée avec le Liban, ainsi qu'avec les chrétiens d'Orient, nous incombe de tout faire pour que les hostilités cessent. Au groupe UDR, nous soutiendrons toute initiative qui accompagnera notre partenaire historique dans la reconstruction d'un État solide et démocratique. Nous sommes évidemment favorables aux efforts financiers décidés à l'issue de la conférence d'octobre, qu'il s'agisse de l'aide humanitaire, mais aussi de l'enveloppe prévue pour l'armée libanaise, seule force légitime qui doit s'imposer dans le pays. Cependant, nous sommes convaincus que cette solidarité ne peut se dispenser d'orientation stratégique. En effet, les mots du président de la République visant à condamner, sur un même pied d'égalité, le Hezbollah et l'armée israélienne mènent une grande confusion.
Bien que l'arrêt des combats soit indispensable, il doit s'accompagner d'une solution politique durable. Comment la rendre possible avec une organisation terroriste belliqueuse qui est téléguidée par l'Iran des mollahs et qui demeure par ailleurs au cœur des institutions politiques du Liban? Le Hezbollah continue d'imposer sa croisade contre Israël à toute la région, faisant vivre un cauchemar à la fois aux Israéliens comme aux Libanais. Si nous n'agissons pas, le Hezbollah continuera de mettre en péril la souveraineté du Liban. Le pays du Cèdre sera alors définitivement le terrain de jeu de l'Iran. Monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes. Alors que la France a annoncé 100 millions d'euros d'aide pour le Liban, pourriez-vous nous éclairer sur le suivi de son utilisation sur le terrain ? Comment allons-nous assurer que ces montants ne finiront pas entre les mains d'entités qui mettent le Liban à genoux aujourd'hui? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député, pour votre question. Le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a établi avec les associations au Liban, je pense à la Croix-Rouge libanaise par exemple, mais d'autres encore, des relations très étroites et est considéré d'ailleurs par un certain nombre d'acteurs comme une référence. Et donc, les entreprises que je citais tout à l'heure qui ont participé aussi à l'effort, elles n'oseraient pas, pour des raisons que vous avez évoquées, envoyer de l'aide directement au Liban, de peur qu'elle soit détournée, mais elles ont toute confiance dans le CDSCS, qu'on pourra peut-être à l'occasion faire visiter ou rencontrer aux membres de la commission s'ils le souhaitent, pour le faire, et donc c'est en pleine confiance qu'on travaille. Vous avez dit une chose avec laquelle je suis en accord avec vous, c'est le rôle déstabilisateur de l'Iran pour la région. L'Iran, au travers de ses proxys, est aujourd'hui à l'origine, ou en tout cas a soutenu, a favorisé le massacre antisémite du 7 octobre. C'est encore l'Iran qui, au lendemain, a encouragé le Hezbollah à ouvrir un nouveau front et à entraîner le Liban dans cette guerre. Et c'est encore l'Iran aujourd'hui qui, depuis l'Irak, la Syrie ou le Yémen, continue de mener des actions de déstabilisation. Puisque nous avons une audition pour le Liban, je le dis tout net, dans l'intérêt du Liban, l'Iran doit cesser d'en faire le théâtre de son conflit avec Israël. C'est un pays unique, c'est un pays fragile, et cette instrumentalisation, si l'on peut dire, du Liban au fin d'une conflictualité avec Israël doit cesser. Et puis sur votre remarque sur la mise au même plan de... je l'ai déjà dit à l'Assemblée, mais nous dénonçons toutes les violations du droit international humanitaire. En Israël par le Hamas, à Gaza par Israël. En Israël par le Hezbollah, au Liban par Israël. Au Soudan par les forces armées. En Afghanistan par les talibans. En Ukraine par la Russie. On ne change pas de position, et c'est sans doute ce qui fait que la France, parce qu'elle ne prend pas parti pour les uns ou par les autres, mais qu'elle ne prend que le parti du droit et de la justice, reste entendue dans un monde en cours, il est vrai, de fragmentation. Merci, monsieur le ministre. La parole est à Véronique Besse, non inscrite. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre intervention et pour ces éléments que vous portez à notre connaissance. Vous avez répondu à beaucoup de mes préoccupations, mais je tiens quand même à insister sur l'importance d'un engagement fort de la France au Liban, à la hauteur de notre histoire commune, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Depuis déjà plusieurs années, le Liban souffre d'une crise politique et d'une crise économique auquel s'est ajoutée une crise humanitaire avec plus d'1 million de Syriens qui sont venus se réfugier au Liban. Malgré les annonces pour sauver le Liban lancées par le président de la République, le pays s'est enfoncé chaque jour un peu plus dans la précarité et l'instabilité. Malgré sa résilience légendaire, les conflits de ces derniers mois l'ont définitivement mis à genoux et il risque de ne plus se relever. Et une fois de plus, le Liban se retrouve victime d'une guerre qu'il n'a pas souhaitée, avec plus d'1,2 million de déplacés, 3000 morts et des milliers de blessés. Le pays du Cèdre est redevenu une zone de guerre à ciel ouvert et sa population une victime collatérale. Alors, Monsieur le Ministre, nous ne pouvons pas détourner le regard et nous contenter d'une aide matérielle, même si elle est très importante. Les enjeux sont trop importants et la disparition du Liban serait désastreuse pour la région. La France a le devoir moral d'être présente à ses côtés, aux côtés du Liban, pour l'aider à trouver une solution durable de sortie de crise et lui assurer un avenir apaisé. Au nom du passé intime qui nous lie à ce pays,
La réponse de la France doit être forte, sans pour autant s'ingérer dans le pays. La réponse française actuelle n'est pas à la hauteur, je trouve, de l'histoire ni des enjeux géopolitiques. Monsieur le ministre, il est urgent d'intensifier, je pense, notre engagement et d'aider le Liban à se relever. Qu'allez-vous faire concrètement, vous l'avez dit déjà, mais pour favoriser un cessez-le-feu? Et comment comptez-vous accompagner le pays du Cèdre pour l'aider à se relever? Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Et peut-être vous me permettrez d'évoquer un point que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent dans l'audition, sur la manière dont on s'y prend. Ce que nous avons fait depuis, en réalité, le début, depuis le 8 octobre 2023, c'est d'échanger avec nos interlocuteurs dans la région, du côté libanais, du côté israélien. Puis, à un moment donné, nos efforts ont convergé avec ceux des Américains. Et nous avons accepté de faire converger ces efforts parce que les États-Unis ont une relation privilégiée avec Israël, que je n'ai pas besoin de décrire ici, et que nous avons, nous, une relation ancienne, une relation profonde avec le Liban, et que nous avons une capacité à parler à tous les acteurs. Et c'est ainsi que, il y a un peu plus d'un mois, bientôt 2, nous avons posé sur la table une proposition de cessez-le-feu suivie de cessez-le-feu de trêve de 3 semaines, permettant l'application effective de la résolution 1701, proposition qui a été endossée par un certain nombre de pays, mais qui pour l'instant n'a pas été saisie par les parties. Ce que nous nous efforçons de faire, et c'est pourquoi, y compris dans la période de transition, je reste en relation très étroite avec le secrétaire d'État sortant qu'évoquait Michel Herbillon tout à l'heure, et que dès que son successeur sera désigné, eh bien, on cherchera à établir le contact avec eux, parce que il faut que nous puissions continuer à cheminer ensemble. Si la France mène des initiatives de son côté, elle risque de manquer un peu de la capacité à amener, si je puis dire, Israël à la table. Si les États-Unis font, comme parfois ils le font, prennent des initiatives de leur côté, il leur manquera une appréciation fine des dynamiques politiques internes au Liban et d'une capacité à sonder vraiment le cœur des parties prenantes à la discussion. Et donc, bien sûr, avec nos partenaires européens et notamment ceux qui sont représentés dans la FINUL, nous avons des échanges très réguliers. Nous allons continuer d'essayer de cultiver ce travail en commun avec les Américains qui, à mon avis, est de nature à permettre la résolution durable de la crise. Merci, Monsieur le Ministre. Nous avons le temps pour prendre 3-4 questions d'1 minute. Donc, on va les faire en succession. La parole est à Pierre Pribetich et puis ensuite Michel Guignot se prépare. Monsieur le ministre, messieurs les présidents des commissions des affaires étrangères et de la défense, monsieur le ministre, vous avez, comme d'autres intervenants, rappelé la résolution 1700 des Nations Unies qui date de 2006. Dans cette résolution, il y a 3 points, au moins. Le retrait des forces israéliennes du Liban, le désarmement de tous les groupes, y compris le Hezbollah, la libération inconditionnelle des soldats israéliens. Vous avez rappelé dans votre dernière intervention que vous souhaitiez converger avec les États-Unis. Ma question est relativement simple. Quelle appréciation portez-vous sur ce que la presse américaine a annoncé, c'est-à-dire que Marco Rubio éventuellement serait le nouveau secrétaire d'État, compte tenu de sa lente dérive, comme les continents, des démocrates aux républicains? Merci, Monsieur le député. Je vais passer la parole à Michel Guignot et puis ensuite Emmanuel Fernandez se prépare. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le ministre israélien des Affaires étrangères, votre homologue, a indiqué le 11 novembre qu'il y avait des progrès en vue d'un cessez-le-feu au Liban, où l'armée israélienne est en conflit, vous l'avez dit, avec le Hezbollah. Est-ce que ce sujet connaît une avancée grâce aux États-Unis, en tout cas aux Américains? Il semblerait que cette avancée ait un lien avec le fait que les États-Unis cherchent à couper le contact avec les Palestiniens, en tout cas le Hamas,
en particulier sur les échanges qui se tiennent au Qatar dans le cadre de la médiation. Monsieur le ministre, vous avez été récemment, donc, et rapidement, après l'intensification des frappes israéliennes au sud Liban, dans le cadre d'une proposition de cessez-le-feu de 3 semaines entre Israël et le Hezbollah fin septembre. Avez-vous du neuf sur ce sujet? Pensez-vous que le changement de paradigme lié aux élections américaines pourrait entrevoir une issue pacifique du conflit au Liban? Que reste-t-il réellement de l'armée libanaise? Et au regard de la situation actuelle et réelle, l'action de la FINUL est-elle efficace et utile? Merci. Merci, Monsieur Guignot. Je passe la parole à Emmanuel Fernandez. Merci, Monsieur le Président. Tanguy. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la propagande israélienne qui reprise d'ailleurs jusqu'ici, parle d'incursions limitées et ciblées contre le Hezbollah. Il s'agit en réalité d'une invasion pure et simple du territoire libanais. Il s'agit d'une guerre faite au Liban par Israël. Avec la dégradation de la situation, outre les plus de 3000 morts et les 15 000 blessés, les casques bleus de la FINUL font également les frais de cette invasion et des bombardements. Plusieurs d'entre eux ont aussi été blessés. Vendredi dernier, un communiqué de la FINUL, qui compte 700 Français, indiquait que des engins de l'armée d'occupation israélienne ont pour la 8e fois détruit une partie d'une clôture et une structure en béton, destruction délibérée par l'armée d'occupation de biens clairement visibles appartenant à la FINUL, qui constitue une violation flagrante du droit international et de la résolution 1701. Alors, au-delà de timides remontrances verbales et de conférences humanitaires, la France va-t-elle réellement agir avec force pour sanctionner vigoureusement Israël pour ses crimes de guerre, de manière à obtenir le respect du droit international et la protection des casques bleus et des civils au Liban, à Gaza et partout où le gouvernement suprématiste israélien décide de semer la mort, indifférencier et de perpétrer ces massacres? Je vous remercie. Merci. Et puis, dernier intervenant, malheureusement, je suis désolé pour tous les autres orateurs, Franck Giletti. Oui, merci Monsieur le Président, messieurs les Présidents, Monsieur le Ministre. Plus de 20 000 Français résident au Liban, dont 90% d'entre eux ont la double nationalité. Aujourd'hui, ils subissent, comme l'ensemble de la population, les dangers d'un conflit qui s'en prend de l'ampleur aux dépens de la résolution 1701, qui, je le rappelle, demandait déjà en 2006 le retrait des troupes israéliennes et le démantèlement des milices armées. Monsieur le ministre, quelles dispositions ont été prises par la France pour protéger nos compatriotes sur le territoire libanais? Des moyens humains supplémentaires ont-ils été mis en place afin de faciliter les démarches administratives, diplomatiques et consulaires pour nos compatriotes? Plusieurs sources nous informent enfin quant au délai de prise en charge des demandes de visa par la société privée qui est en charge de cette externalisation. Pouvez-vous nous éclairer sur l'efficience de cette sous-traitance? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour répondre à l'ensemble de ces interventions et toutes mes excuses pour les autres parlementaires. Mais on a un format et j'ai pas un rôle, enfin, nous n'avons pas un rôle facile, mais on est obligé de se concentrer sur un format et Monsieur le Ministre a des engagements qui suivent. Merci, Monsieur le Président. Peut-être d'abord pour répondre à Franck Giletti, un dispositif dédié a été mis en place par notre ambassade à Beyrouth avec le soutien du centre de crise qui lui est situé à Paris pour qu'une réponse téléphonique soit disponible en permanence. Ensuite, face à la disponibilité limitée des vols, nous avons affrété 4 vols spéciaux, civils et militaires, il y a 1 mois et demi au début de la crise pour permettre à ceux qui le souhaitaient, et notamment aux plus vulnérables, de rentrer en France et plus de 300 personnes en ont bénéficié. Un vol quotidien continue de desservir Paris en direct. D'ailleurs, merci à la compagnie nationale libanaise parce que, bon, des places sont régulièrement disponibles et nous faisons en sorte que nos ressortissants puissent en bénéficier. Nous avons débloqué des subventions additionnelles pour porter assistance à nos compatriotes les plus vulnérables, notamment ceux du sud Liban. Et puis, comme vous le savez, des moyens militaires ont été prépositionnés en Méditerranée dans l'hypothèse où nous serions contraints de procéder rapidement à une évacuation, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Sur le service privé pour la délivrance des visas, je n'ai pas la réponse, mais je m'assurerai qu'elle puisse vous parvenir. Un point qui a été cité par Michel Guignot, que j'aurais dû peut-être mentionner dans les échanges que nous avons eus. De quoi parle-t-on quand on dit 1701, Forces armées libanaises et FINUL? En termes de nombre d'hommes, de soldats déployés. 1701, ça dit la FINUL jusqu'à 13 000 et ça dit les forces armées libanaises jusqu'à 15 000. Aujourd'hui, dans le sud du Liban, on est assez haut côté FINUL, mais côté forces armées libanaises, on est bien en deçà de la volumétrie mentionnée
dans la résolution 1701. D'où l'importance de renforcer les forces armées libanaises, mais pas seulement en équipement, formation, etc., mais de leur permettre de recruter, voire de redéployer, parce que les rédacteurs de la 1701, ils avaient bien identifié qu'il y avait en gros 15 000 plus 15 000 pour couvrir le sud du Liban, ce qui est sans doute énorme, hein, parce que vous l'avez en tête, la zone à couvrir n'est pas non plus immense, même si elle est accidentée, et que ça suppose, pour qu'elle soit sécurisée. Ensuite, sur le point soulevé sur l'administration entrante, sur Marco Rubio, moi je vais vous dire, le président élu aux États-Unis, il a toujours fait part de son exaspération vis-à-vis des guerres qui n'en finissent pas. Premier point. Deuxième point, parmi les choses qu'il a faites en termes de politique étrangère dans la région, il y a les accords d'Abraham que nous avons salués, conduisant à une forme de normalisation, etc. Enfin, je crois que personne n'a intérêt à s'écarter de la perspective qui est aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'il faut le dire et le répéter constamment, qui est aujourd'hui soutenue par l'immense majorité dans la communauté internationale, qui est la solution à deux États, en tout cas pour ce qui concerne Israël et la Palestine. Donc moi, je constate qu'on est passé d'une situation où, avec une administration sortante, avec la perspective d'élections, qui ne voulait prendre aucun risque, ni même, quand Israël violait le droit international, le lui reprocher ouvertement ou en tirer les conséquences. Je vois une administration entrante, je ne sais pas quelle sera son orientation. Ce que je sais, c'est que les choses vont sans doute évoluer. À nous, bien sûr, de faire en sorte que la vision qui est la nôtre, qui est celle de la France, qui est celle de la majorité des pays européens et qui est, à mon avis, encore aujourd'hui, la vision centrale dans la communauté internationale, soit bien prise en compte par la nouvelle administration américaine dans ses échanges avec Israël. Parce que un cessez-le-feu décidé unilatéralement par les uns, ça ne vaut pas condition d'une paix juste et durable pour l'ensemble de la région. Donc c'est ce à quoi on va veiller, mais je veux dire qu'il y a peut-être des opportunités dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre. Le chapitre précédent, celui d'une administration finissante tétanisée à l'idée de prendre le moindre risque en matière de politique étrangère, n'a pas été un chapitre qui restera dans les annales pour avancer vers la paix au Proche et au Moyen-Orient. Monsieur le ministre, si vous permettez, nombreux intervenants inscrits ne sont pas présents. Parmi ceux qui restent encore, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas parlé, qui est présent, qui est Pierre-Yves Cadalens, en 1 minute, si vous me permettez. Comme ça, on clôturera la séquence. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez dit devant l'Assemblée que parler de génocide à Gaza était, je cite, une faute morale et une faute juridique. Vous avez, par ces mots, commis une grave faute politique. Ronnie Broman, voix incontournable de la solidarité internationale, parle, lui, de situation génocidaire. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde, disait Albert Camus, vous en avez fait la preuve. Car c'est au nom de l'application de la Convention de prévention et de répression du crime de génocide que la Cour internationale de justice a enjoint Israël à cesser le feu en mai dernier. La Cour de justice et la Convention ne sont pas là pour décorer, mais pour empêcher qu'un génocide ait lieu. Refuser au nom des horreurs passées de qualifier l'horreur présente est indéfendable. Comme Camus, nous nous efforçons au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. La France, qui a ratifié la Convention, se doit de faire appliquer par tous les moyens l'ordonnance de mai dernier. Par votre aveuglement volontaire, alors que l'ONU indique que les habitants de Gaza sont menacés de façon imminente par une famine et que les pluies ravageuses de l'hiver approchent avec leur lot de maladies, vous ajoutez au malheur du monde. Quand agirez-vous enfin? Merci. Et puis, Liana Tanguy également. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé, les liens historiques entre le Liban et la France sont très forts et je voudrais saluer ici votre action, celle aussi de Jean-Yves Le Drian et celle du Président de la République en tant que médiateur actif pour protéger les civils. Alors, l'escalade de la violence entre le Liban et Israël met en danger les civils. Et je voulais savoir quelle était la position de la France quant à l'hypothèse d'un renforcement des forces de la FINUL pour protéger les civils et assurer le retour de la stabilité dans cette région. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup à tous les deux.
Sur le point que vous soulevez, M. Casanas, la Cour internationale de justice n'a pas tranché, elle n'a pas arbitré, elle n'a pas décidé de juger que Israël s'était rendu coupable de génocide. En revanche, elle a, et c'est vrai que 2 minutes d'une question au gouvernement ne permet pas de rentrer systématiquement dans tous les détails, elle a pris des mesures conservatoires. Elle a appelé Israël à mettre en ordre un certain nombre de mesures dans son ordonnance auxquelles Israël doit se conformer. Ce que nous constatons, c'est que depuis cette ordonnance, Israël ne s'est pas conformé à l'ensemble de ces mesures et que, ce faisant, Israël se met une nouvelle fois en situation de violation manifeste du droit international et du droit international humanitaire. Quant à la question de Liliana Tanguy, comme je le disais tout à l'heure, notre approche pour soutenir le Liban passe par tous les canaux que nous avons à notre disposition, et notamment la mobilisation de notre poste, qui est le principal au Proche et au Moyen-Orient, qui compte plusieurs centaines d'agents, agents qui, depuis le début de la guerre, mais singulièrement depuis le début de l'offensive israélienne terrestre au Liban, vivent dans une situation de très grande inquiétude. Je le dis parce que certains, pour aller de leur domicile à l'ambassade, doivent traverser des zones qui ont été bombardées. D'autres ont des enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, les écoles étant encore fermées aujourd'hui, sont obligés de jongler entre le travail et la maison, de trouver de l'aide pour que leurs enfants puissent être gardés ou qu'ils puissent suivre à distance les cours de l'école, pendant que eux, parce que vous le savez, les agents de nos postes diplomatiques se consacrent corps et âme à ce métier qui est pour eux une vocation, pour pouvoir continuer à exercer leur métier. Je pense notamment à ceux qui volontairement se sont affectés à cette cellule d'écoute ou cette cellule d'appel que nous avons mis en place pour que tous nos ressortissants sur place puissent trouver des réponses à leurs questions. Et puis par ailleurs, pour la population du Liban plus généralement, nous allons veiller à ce que les engagements pris lors de la conférence du 24 octobre soient bien suivis des faits. Merci, Monsieur le Ministre. Nous arrivons donc au terme de cette audition. Nous avons pu constater beaucoup de parlementaires présents, et ça montre aussi l'attachement de nos parlementaires au Liban. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses nourries. Mes chers collègues, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation.